visite à la conférence de Jean-Luc Demange le 14 juin, pour les festivités de la fête de la transhumance. Donc, première chose, je voulais réévoquer, depuis 7 ans, on nous avait proposé de faire une veillée, on va dire, pour pouvoir permettre justement ce mélange aux gens du pays et à ceux qui sont de passage, de pouvoir se rencontrer autour d'un thème fort de notre pays, qui est celui de, je dirais plutôt de l'élevage au vin que de la transhumance, puisque bien sûr Castellane a toujours été sur le passage des troupeaux, mais le Verdon a toujours vécu aussi des troupeaux, même si c'était des petits troupeaux, et même si le plus souvent ils ne transhumaient pas, puisque on avait les montagnes sur place. Donc depuis 7 ans, on essaie à cette veillée traditionnelle d'évoquer des souvenirs entre nous, d'échanger, de se souvenir, etc. Si vous vous rappelez, la première année, on avait invité les Pastres d'ici, donc les bergers de Castellane, qui avaient raconté leur métier. L'année d'après avait été sauvée grâce à Denise Reboul, parce qu'on avait voulu donner la parole aux femmes des bergers ou aux bergères. Et Denise nous avait superbement occupé la soirée. Merci encore. Une autre année, on avait donné la parole aux tondeurs de moutons, un métier très particulier, un peu en marge du métier de berger, mais néanmoins un métier indispensable et qui existe toujours. Donc des tondeurs étaient venus raconter leur métier. Je perds le compte des années, mais je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Andréade était venu nous présenter un diaporama magnifique de sa transhumance à pied depuis Fréjus jusqu'à Beuil, jusqu'au mont Mounier, en évoquant aussi toutes les transhumances qu'il avait pu faire avec Julien Reynaud de Bartouille, à qui nous pensons, puisqu'il est à l'hôpital de Castellane maintenant, et qu'il a 97 ans, un grand berger. Voilà, une année, voilà, je voulais déjà, ayant parlé des tondeurs de laine, je voulais l'année suivante évoquer la tradition drapière de la vallée du Verdon. Vous savez que le Verdon est une vallée industrielle. Aujourd'hui, vous ne le savez plus, mais nous-mêmes, on ne le sait plus, mais il faut se remettre, pour qui se remet dans le contexte ancien, c'est paradoxal. Aujourd'hui, on vient ici pour admirer des paysages sauvages. En fait, ils ne sont pas si sauvages que ça. Des paysages naturels, ils ne sont pas du tout naturels. Les arbres, ils ont été plantés. Si on cherche un peu, il y a des murs de pierre partout. Donc on est dans un pays qui a toujours été habité par l'homme, qui a été cultivé depuis des millénaires par l'homme. Et comme ce pays était quand même assez pauvre, l'homme a essayé depuis toujours de vivre en faisant d'autres choses à côté. Donc on est dans une vallée qui a développé un artisanat semi-industriel depuis des siècles. Si on pense à Moustier, bien sûr, depuis le XVIIe, on connaît ses faïenceries, mais on a oublié qu'à La Palue, jusqu'au XXe siècle, il y avait aussi des poteries, des fours de potiers qui faisaient de la poterie commune. Le dernier potier de La Palue est mort dans les années 30, M. Peisselon. Et à partir de Castellane, Annot, Saint-André, Colmar, Beauvesey surtout, Villars, Colmar, Alos, à partir du XVIIIe siècle, le tissage de la laine est devenu pratiquement l'industrie locale qui a fait vivre et survivre beaucoup de gens dans cette vallée. Aujourd'hui,
on n'a plus aucune trace visuelle de ces fabriques, comme on les appelait. Il n'y a qu'à Beauvais qu'on peut encore les voir. Si vous vous arrêtez à Beauvais à la Maison de Pays, c'est une fabrique, la fabrique Angèle Fray. Vous en avez encore 3 au bord de la route, à Beauvais. La petite fabrique Trot-Tabac, la grande fabrique Trot-Tabac, la fabrique Angèle Fray. Il y en a encore 3 à Saint-André. La fabrique Honora, en sortant du village. La fabrique Béranger, de l'autre côté. Et à la Mure, la minoterie Dole. La minoterie Dole qui, avant d'être une minoterie, était aussi une fabrique de draps de laine. Je pense à la sortie du village d'Anotte. Vous avez aussi un grand bâtiment qui est pratiquement la dernière maison du village d'Anotte. C'est une fabrique. Et à Castellane, c'est la ferme de Notre-Dame, juste en face, et là, de l'autre côté, à côté du cimetière, qui après avoir été une église romane, fut transformée un prieuré, donc, fut transformée après la Révolution en filature de laine, et actuellement est une maison privée. Donc, voilà, je voulais juste évoquer ce soir, avec plusieurs moyens techniques, on va essayer de ne pas se faire larguer par la technologie, mais enfin, vous aurez des pensées positives, parce que ce qui me fait stresser, c'est tout à quel isobradi. Moi, je sais que je peux parler 3 heures, il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas de bug, mais l'informatique, bon. Voilà, donc je voulais... Alors, pour vous parler de cette tradition fort ancienne d'utilisation de la laine, je voulais faire venir ici un ami de 30 ans, Philippe Graglia, qui habite au-dessus de Puget-Ténier, à la Croix-sur-Odoul, et qui est le dernier tisserand de toutes les Alpes du Sud. Ça fait exactement 60 ans qu'il tisse, et il a appris à tisser en Piémont, chez les derniers tisserands du Piémont, puis il a appris à tisser chez les Trot-Tabac, à Villars-Colmar. Donc il est ami avec la dernière famille de tisserands de notre vallée. Il reste encore les 3 filles de Trot-Tabac, Janine, Thérèse et Madame Cheylan. Donc voilà, je vous donne mes sources. Hein. Et puis il a aussi appris à tisser dans une fabrique de Briançon, qui a été rachetée par la communauté Longomaille et qui fonctionne toujours. Allez la voir, elle se visite. C'est la dernière filature de laine qui est fabrique de tissus de laine. Alors elle n'est pas dans le 04, elle est dans le 05. Elle est à Chantemerle, dans la commune de Saint-Chaffré, à 5 ou 6 km de Briançon. Vous pouvez il y a une visite guidée tous les après-midi, je crois, à la fabrique. C'est vraiment très intéressant. Donc mon ami Philippe Graglia, que vous allez voir dans les films que je vais vous présenter et dans les diapositives, est né en 1936. Il a toujours fait ça par passion et pas par besoin. Donc la matière première, bien sûr, la fiée, la brebis, l'arrivée du mérinos au XVIIIe siècle dans le sud de la France. Pour le coup, arrivé par volonté royale, c'est le roi de France, hein, Louis XV, je crois, qui a fait venir les premiers mérinos d'Espagne pour valoriser la production lainière dans la France méridionale. Donc ce mérinos a révolutionné considérablement la tradition lainière chez nous, puisqu'avant, on avait des brebis communes qui avaient une laine beaucoup plus courte, ou alors des brebis qui avaient une laine très longue, du type des brebis de la Brigue, ou des brebis piémontaises, ou comme ici, des brebis de Roumanie. Ici, on est dans un torrent en Roumanie et toute la famille lave la laine. Donc,
Il faut aussi penser qu'autrefois, l'élevage au vin dans le Verdon, c'était un élevage au vin pour la production et de la laine, et du lait, et de la viande. Donc on est passé d'une tradition, les fromages du Verdon étaient réputés, on est passé d'une tradition d'élevage au vin qui avait les 3 fonctions à une tradition où il n'y a plus que la viande aujourd'hui. Donc ici une laine longue du type de la laine qui existait avant le mérinos. On est toujours en Roumanie, elle sèche. Évidemment, on n'a pas vu tout à l'heure le lavage de la laine, le séchage. On a vu le battage. Et ici, une opération qu'on n'a pas vue aussi, c'est le cardage à la main. En provençal, on dit escarpille la lame. Vous voyez à droite la laine, enfin à gauche, la laine brute, à droite, la laine qui est déjà cardée à la main, c'est-à-dire, comme nous l'a dit tout à l'heure Philippine, elle est ouverte. Il suffit simplement de lui donner de l'ampleur, de l'ouverture. Elle est aussi friguée à ce moment-là. Et puis voilà le premier outil qui apparaît, les escardas, comme on dit dans le Verdon, donc les cardes tout simplement, qui sont en général montées sur un banc. Voilà un banc de cardage. C'est celui que m'a prêté Philippe, le fameux qu'on a vu déjà. Il y a marqué G, P, G, R. Graglia Pierre dit Mourusu. Celui qui se servait de ces cardes, il avait fait la Bérésina et il était revenu vivant des campagnes de Napoléon. Donc c'est pour vous donner la date à peu près de l'objet. Hein. Au-dessous, vous avez de la laine non filée, vous avez de la laine brute, des peignes à droite, et posé sur le banc à carder, 2 trachèves. L'outrachève, vous l'avez vu tout à l'heure, Philippe tirait des peignes la laine, il la roulait sur elle-même, et il en faisait une poupée qui se file parfaitement, très facilement, aussi bien au rouet qu'à la quenouille. Alors ici, un autre reportage chez un autre escardassaire, donc un quart d'heure de laine. Ce reportage est fait à Méolan, dans la vallée de l'Ubaye. Donc ici, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais on ne vous l'a pas précisé. Il faut que la laine fasse un tour complet sur elle-même. On la fait tourner circulairement une fois, et normalement en une fois, on arrive à l'ouvrir entièrement. Attention, il ne faut surtout pas la casser en la cardant. Alors, carder la laine et peigner la laine, c'était un métier dans le Verdon. De tout le Haut-Verdon, les gens partaient l'hiver et allaient se louer de maison en maison pour faire des peigneurs de laine. Deuxième outil, les pienche en provençal, les pienche, les peignes. Donc ils étaient tous fabriqués chez Gastinel à Barcelonnette, y compris en Piémont, dans les vallées du Piémont voisines, et dans le comté de Nice. La fabrique de ces peignes était à Barcelonnette durant tout le 19e siècle. C'est remarquablement bien fait et solide, et le bois est protégé de la chaleur par de la corne qui en même temps empêche les dents d'acier de rouiller. Alors tout à l'heure on nous l'a expliqué, mais peut-être pas assez précisément. On enfile la laine du haut vers le bas pour remplir du bas en haut tout le peigne d'une nappe de laine que l'on va croiser avec un second peigne qui chauffe pendant que celui-ci sert.
c'est une opération qui demande beaucoup de muscles. On ne dirait pas, mais il faut y aller. Donc on la range, ligne par ligne, sur les dents du peigne. Cette laine, vous l'avez vu, a été encimée. En provençal, on dit ougne. Elle a été graissée avec de l'huile. Et autrefois, dans les fabriques du Haut-Verdon, les gens achetaient, les filateurs achetaient de l'huile d'olive rance pour faire le savon. Ici, avec le deuxième peigne, on croise perpendiculairement la laine que l'on a arrangée sur le premier peigne pour tirer la partie la plus longue et la plus belle. Voilà, là elle est arrangée. Il reste à coincer le peigne dans un trou aménagé spécialement dans une table, dans un établi, dans une chaise, et à tirer sur cette laine pour faire venir la partie longue et belle et laisser la partie grossière. Ici, le peigneur est en train de tirer la partie qui est belle et ne restera dans le peigne que la partie grossière, la laine de deuxième catégorie. C'est pour ça qu'on appelle cette laine le traceu. Ça vient de l'ancien provençal traime, qui signifie tirer. Ce qu'on a trach, c'est ce qu'on a tiré. Vous voyez ce traceu qui est en train d'être tiré et qui ensuite va être roulé comme une petite perruque ou comme une nappe de coton hydrophile. C'est à peu près la même présentation. Ce traceu est ensuite attaché à une quenouille. Alors ici, je n'ai pas trouvé de fileuse en France, mais il suffit d'aller en Roumanie, où je vais souvent, pour voir dans toutes les maisons et dans toutes les fermes les mémés filer la laine, puisque on est encore dans une civilisation là-bas d'autosuffisance et on ne perd jamais son temps. Donc vous voyez ici la superbe laine sur sa quenouille et le fuseau à gauche. Alors en provençal on dit la coulougne et le flux. Ici, toujours en Roumanie, de la laine couleur de la Besti. Donc en général la laine qui était traitée dans la vallée du Verdon était de la laine naturelle, non teinte. Pardon. En provençal, on disait des laines couleur de la Besti, c'est-à-dire de la laine bourrette, grise, ou de la laine nègre, c'est-à-dire marron foncé. Et c'est ainsi qu'on faisait nos cubertums, les couvertures blanches et marron. On jouait toujours sur le blanc et le marron. La mémé là, est assise en Roumanie sur un tapis en laine qu'elle tisse l'hiver et qui est teint de couleur naturelle. Là par contre, la laine est teinte. Alors les rouets traditionnels d'ici de Castellane, le rouet de Castellane c'est celui-ci. Le rouet du Verdon c'est un rouet provençal. Pourquoi je dis provençal? Parce qu'il est très fin. Il est en bois tourné, en noyer en général, et selon le peu de renseignements que j'ai pu savoir, ils auraient pu être fabriqués dans un atelier à Soleiras. Plusieurs personnes m'ont parlé que les beignes et les rouets, les tours ou les roudés, ils étaient faits à Soleiras. Bon, est-ce qu'il y aurait eu des tourneurs? En tout cas, j'en sais pas plus. Ce qui est certain, c'est que c'est un rouet de type provençal, contrairement aux rouets suivants. Ici, on est à Saint-Paul-sur-Ubaye, qui est un peu comme celui de Philippines, un peu plus grossier, un peu plus montagnard, on va dire. Mais il fonctionne toujours de la même façon. C'est un rouet qu'on appelle un rouet couché, dans la mesure où il est horizontal. La roue et le courpatas
le système d'épinglier sont sur le même plan. Il existe aussi des rouets de type vertical, mais il n'existe pas chez nous, il existe en Italie, en Piémont. C'est le rouet piémontais. Donc je ne vous détaille pas ce que Philippe vous a très bien expliqué tout à l'heure. Donc le rouet se vulgarise dans les Alpes du Sud à partir du XVe siècle et il n'arrivera jamais jusqu'en Basse-Provence pour la bonne raison que son utilisation est liée au climat. On se sert du rouet dans les pays où l'hiver il fait froid et où on veille dans les étables, où l'on veille l'hiver quand la neige empêche de faire autre chose. En Basse-Provence, l'hiver, on va ramasser les olives et donc si l'on file la laine, voilà, c'est un outil indispensable qui existait dans toutes les maisons. La laine, je vous l'ai dit, chez nous, elle était assez peu teinte, mais néanmoins, on pouvait quand même la teindre, par exemple, dans la vallée de l'Ubaye, et à Alos, on teignait la laine avec de l'épine vinette, qu'on appelle l'aigrette à Barcelonnette, ou l'agribouette. Ici, ça n'existe pas, donc je ne pourrais pas vous dire le nom. L'épine vinette teignée en jaune-vert. On teignait aussi avec du nerf brun dans l'Ubaye, qui donnait cette couleur verte qu'on trouve à droite. Ici, une roue à filet de nos collections du musée de Castellane, pour vous montrer que ce que nous avons vu tout à l'heure et ce que nous avons ici, c'est vraiment exactement les mêmes objets. Cette roue à filet à la main permettait donc de filer la laine de deuxième catégorie, cette fameuse liasse qui servait pour faire la trame des couvertures. Donc ici de la laine prête à servir dans le métier. Et ici nous allons voir un autre ourdissage. Il s'agit de l'ourdissoir circulaire des fabriques du Verdon. Donc Philippe a récupéré un ourdissoir de Colmar, il a installé chez lui. Celui que vous avez vu tout à l'heure est l'ourdissoir de l'Antiquité, il vous l'a dit lui-même. Ici on a un ourdissoir moderne, 19e siècle, d'une fabrique de Beauvaisis, donc qui permet d'ourdir beaucoup plus vite. On produit un faisceau de fils, de 20 fils, de 28 fils, de 24 fils, de 48 fils, ce qu'on appelle une portée ou une demi-portée, et en faisant tourner le cylindre, le fil s'enroule autour. Ici le faisceau, alors avec ses portées et ses demi-portées, on en reparlera plus tard, et l'ourdissage cylindrique. Alors l'ourdissage, pour ceux qui n'auraient pas retenu, d'ores et déjà je le redis, c'est l'opération qui sert à compter le nombre de fils qu'il va falloir insérer sur le métier et mesurer la longueur de ces fils. Compter les fils, c'est indispensable puisque s'il faut 1200 fils dans le peigne, il faut compter 1200 fils. Mesurer, c'est bien sûr pour être d'accord avec le client. Si le client vous amène 50 kg de laine, il faut ourdir en sa présence pour calculer la longueur de pièce, la longueur de la pièce que le client sera en droit d'obtenir. Si avec ces 50 kg de laine, on peut faire 2 pièces de laine, le client sait qu'il devra avoir 70 mètres de laine, de tissu. Sinon, il y a vol sur la marchandise. Ici, l'ourdissage continue. Alors ici, entre les deux doigts, Philippe est en train de faire ce qu'on appelle l'incentenuiro en gavo, c'est-à-dire le partage pair et impair, tout ça en partageant avec le pouce et l'index. Il partage les fils en fil de dessus et fil de dessous. Ça se fait
Alors, ça se fait dès le début de l'ourdissage et ça restera jusqu'au bout, puisque c'est ce petit partage sur le pouce et l'index qui donnera ensuite sur le métier la double nappe de fil, celle qui monte et celle qui descend, double nappe entre laquelle passe le fil de trame. Vous avez même les panneaux récupérés dans les fabriques de Beauvais, travailler en silence, n'est-ce pas? Le bavardage fait du mauvais travail. C'était l'époque bénie où tout le monde obéissait. Voilà. Au bas de l'ourdissoir, vous avez l'incenténoïre qui est lié, c'est-à-dire les fils de dessus et les fils de dessous qui sont attachés par des petits rubans. Voilà. Voilà, c'est la même chose en détail. Alors, quand on défait les portées de laine, c'est-à-dire la longueur et le nombre des fils voulus, pour ne pas que ça s'embrouille, pour aller de l'ourdissage au métier à tisser, pour éviter d'embrouiller tout ça, on fait une chaîne, c'est-à-dire dessus-dessous. Je fais une espèce de tricotin, et c'est pour ça qu'on appelle ce fil, qui va être le fil mis sur le métier, le fil de chaîne, la cadène, bien entendu, en provençal. L'avantage de cette chaîne, c'est qu'elle se défait toute seule lorsqu'on tire dessus. Ça ne fait pas de nœud et ça ne se coince pas. Alors cette chaîne est amenée dans un lançon jusqu'au pied du métier. Et le métier, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, c'était un peu rapide. Il y a une série de rouleaux. Il y a des rouleaux au bout, des rouleaux devant, des rouleaux derrière, qu'on appelle des insubles, des ensouples en français. Et on va donc tendre cette nappe de fil que l'on va refaire petit à petit d'un rouleau à l'autre pour que ce fil soit le plus tendu possible. Ici, on défait la chaîne d'un rouleau vers un autre rouleau. Alors on a démultiplié les rouleaux pour évidemment démultiplier les longueurs de fil. Voilà, vous voyez toutes ces longueurs qui vont, qui viennent. Mais lui, il s'y retrouve, il n'y a aucun souci. Et puis il se sert d'un rastel. Il appelle ça un rastel, tout simplement, un râteau, pour refabriquer ces portées de fil, celle-là même qu'il avait ourdie. Vous avez vu tout à l'heure, il vous a dit la demi-portée de 24 fils, la portée complète de 48 fils. Donc chaque dent de râteau prend une demi-portée en remettant sur ses dents le nombre approprié de fils. On met ce faisceau, on le redispose à plat pour en faire une nappe bien plate. Ensuite, on coince l'extrémité dans un rouleau qui est rainuré, dans lequel les portées vont être fixées. Et petit à petit, par une série de peignes, on va disposer la nappe de fil sans qu'il y ait aucun nœud ni aucun emmêlement de fil. Ici, on a un métier qui s'appelle le grand large, qui fait une pièce de toile de 2 mètres carrés. La plante mâle, qu'on appelle l'ucciambe fumeo, et à droite, la plante femelle, qu'on appelle en provençal l'umascle. Les Provençaux ne sont pas très forts en botanique. Celle de droite, elle fait la graine, celle de gauche, elle pollinise la plante de droite. Et alors, comme vous le voyez, la plante de gauche, elle est plus haute et plus fine. Et c'est celle-ci qui faisait la fibre de chanvre la plus belle, la plus fine, celle qui servait pour faire les chemises, les draps les plus fins. On l'arrachait plus tôt aussi
pour qu'elle soit beaucoup plus fine, beaucoup plus tendre. La plante était d'abord mise en botte, elle était naillade, elle était donc mise dans une naille, un bassin de rouissage. Au bout de 15 jours, 3 semaines, la partie ligneuse était pourrie et il ne restait plus que la partie fibreuse. Cette partie fibreuse, il fallait peu à peu l'extraire de la tige. Même si cette tige était pourrie, il fallait l'extraire. Alors, on l'extrayait d'abord en la battant sur ce sépoule avec une massette. Ça s'appelle Kustula Lukambe. Et ensuite, on l'a passé à une espèce de mâchoire en bois qui se levait, qui se refermait. Et vous voyez au fond, ici c'est en Roumanie, mais c'est exactement la même à Castellane. Vous voyez au fond le chanvre non broyé et la fibre de chanvre broyée une fois qu'on l'a passé à la bredge, parce que c'est ça qu'on appelle en provençal, les bredge ou les bredge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit à quel on fait la bredge, ou pas les bredge, ça veut dire qu'il a la gueule qui ressemble à cet appareil. Voilà. Alors vous voyez, après, quand on a passé le... Vous voyez, ça se lève et ça s'enfonce dans une espèce de mâchoire. Quand on a passé la fibre dans les braides, la fibre on a une filasse assez grossière au bout de la main. Cette filasse, il faut ensuite la tailler. Alors, la tailler, ça c'est un gros plan. Voilà, on va la passer dans ce qui s'appelle en français, donc, c'est un peigne. Un peigne, on va dire peigner le chanvre. Ici, c'est un peigne grossier. Alors, on prend la botte de filasse et on la tire dans les dents. Évidemment, les impuretés vont rester dans les dents. Pardon. Je vais reprendre la commande, voilà. Les impuretés vont rester dans les dents et on affine petit à petit la filasse de chanvre qui va devenir, qui va se classer en 3 catégories. Voilà. L'oukoir, c'est la partie à droite la plus fine, l'estoupe fine au milieu et l'estoupas, ou la grosse estoupe, qui est l'étoupe des plombiers aujourd'hui. Alors, avec les toupes fines, on faisait les chemises, avec les toupes du milieu, on faisait les sacs, et avec les toupes grossières, on faisait les cordes. Pour filer le chanvre, on avait des quenouilles. Vous voyez ici 2 quenouilles à laine avec la laine, des quenouilles avec un renflement central. Ce sont des quenouilles à chanvre. À Castellane, elles étaient principalement en roseau, même s'il n'y avait pas de roseau à Castellane, de canne. Les quenouilles étaient en canne. Enfin, il peut y avoir des cannes à Castellane. À gauche et à droite, une quenouille en canne. Les fus, et ici rangé sur une fusier. Une fusier, c'était le rangement pour les fuseaux. Alors on possédait toujours beaucoup de fuseaux, puisque lorsqu'on filait, on n'avait pas forcément le temps de dévider le fuseau. Quand il était plein, on prenait un autre fuseau qu'on remplissait. Les fuseaux de type castellanais, beaucoup plus fins que les précédents. Alors au bout du fuseau, il y avait un crochet, ou bien une petite pointe avec une encoche qui permettait de coincer le fil lorsqu'on filait. En provençal, on appelait ça le muscle. Alors ici, c'est un débanail vertical. Celui-ci servait pour mettre les chevaux et passer de l'écheveau au peloton, c'est-à-dire faire le dévidage inverse du précédent. Ici, à Saint-Étienne-de-Tinée, vous voyez que quelle que soit la vallée, les formes varient très peu. Alors, lourdissage, on y revient juste un peu pour s'appesantir sur peut-être ce qu'on n'a pas eu le temps de voir tout à l'heure. On place
les bobines. En général, il y en a 20 ou 40, ou 24. On fait ce faisceau de fil qui passe dans une planchette qui s'appelle l'espate, qui transforme le faisceau en faisceau, vraiment, on se croirait dans un rayon laser. Hein. Et on commence en haut et on descend jusqu'en bas en fonction de la longueur du fil que l'on a et du nombre que l'on va mesurer. Alors la largeur de la gauche vers la droite donne une toise, parce qu'évidemment, en provençal, une thèse, les tisserands chez nous, ils n'ont jamais compté en mètres, hein, vous pensez bien, ils comptent en toises. Et comme les toises d'une vallée à l'autre étaient changées, et même d'un village à l'autre changées, eh bien les ourdissoirs étaient transformables en fonction de l'origine du type qui venait. On modifiait l'ourdissoir. Ici, vous voyez Philippe qui fait fil dessus, fil dessous, entre le pouce et l'index. Il fait son fil dessus, fil dessous dans les deux bâtons de l'encentenniere. Ici, c'est du chanvre, vous voyez les petites aspérités du fil. Alors, quand on a mesuré le nombre de portées, on marque à la suite ce qu'on appelle le signal. Le signal, c'est un repère qui nous donne le nombre de portées, et quand on va tisser et qu'on va voir du noir arriver, on saura qu'il nous reste ça, qu'on a fait déjà ça, etc. On saura où on en est. Ici, l'ourdissage est terminé, on attache. On peut compter le nombre de portées entières, 1, 2, 3 et demi. On fait la chaîne. Là, vous voyez que pour la laine et le chanvre, c'est exactement le même travail. Et voilà le métier à tisser. Donc, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais quand même vous montrer. Vous avez ici je ne sais pas si je peux faire ce qu'on appelle le battent. Le battant, c'est ce battant que l'on va amener vers soi 2 fois. Pour chaque fil de trame, on bat 2 fois. Donc, à l'intérieur de cette échancrure, on va coincer le peigne. Dans ce peigne, il y a des dents. Et dans chaque dent vont passer 2 fils. Donc il y a 600 dents dans le peigne pour 1200 fils. Ici, on va ajouter les lisses qui vont être actionnées par des pédales qui sont là. Ici, il y a un banc que vous voyez là derrière, la banque ou la banche, le banc du tisserand. Et sous ses pieds, il y a un rouleau sur lequel va s'enrouler le tissu quand il est fait. Voici des lisses détachées du métier. C'est juste ce qui manquait dans le métier. Donc vous avez les 4 lisses. C'est tout simple, hein, c'est de la ficelle avec un trou, un petit anneau en métal. Ficelle, bâton, ficelle, anneau, ficelle, bâton. Il y en a 4. Et il y a ce fameux pesé. Ce pesé, c'est ce morceau de tissu que l'on va garder de la pièce précédente pour pouvoir recommencer une pièce suivante, sachant qu'on va profiter de cette longueur de fil sans avoir à repasser tous les fils dans les 4 lisses. Et ici, vous avez le peigne, aujourd'hui métallique. Ben voilà, parfait. Voici
voici des peignes qui viennent de Rougon. Ils sont en roseau. Et on les appelait des canettes, parce qu'évidemment, ils étaient faits en canne et en bois. On les a trouvés à la poubelle. Donc, ici, on installe le fil sur les rouleaux. On en a rajouté volontairement des rouleaux pour pouvoir démultiplier la chaîne. Ici, c'est du chanvre, c'est beaucoup plus étroit que ce qu'on a vu tout à l'heure. Même procédé, on va par 20 fils ou 40 fils sur ce râteau pour s'y retrouver et pas faire de nœuds. Ici, on insère les portées, donc les paquets de 20 fils ou 40 fils, on les insère sur le rouleau du fond. Et c'est sur ce rouleau du fond que l'on va enrouler tout le fil de la chaîne, qui peu à peu se déroulera pour être tissé. Là, on défait les paquets. C'est toujours des multiples de 20 en général. Voilà, on arrive au bout. Et au bout, vous le voyez, il y a la partie paire-impair, dessus-dessous, qui est attachée par des petits fils. Cette partie paire-impair, on la retrouve sur une fourche qui s'appelle le chat. Je ne sais pas pourquoi le chat. Sur une fourche. Ouais. Qui fait donc partie du dessus, fil dessus, fil dessus. Voilà. Alors ici, vous voyez les fils prêts à être noués. Toute la pièce a été enroulée sur le rouleau du fond. Maintenant, il va falloir tirer ces fils vers des lisses que l'on va installer et les restes des fils de la pièce précédente pour les nouer bout à bout. Voilà, on a mis les lisses, on a les fils de la pièce précédente au premier plan, on approche les fils de la chaîne au fond et on va faire tous les nœuds. Alors là, il n'y en a pas 1200 parce que c'est beaucoup plus étroit. Là, ça fait que 70 de large. Et on attaque les nœuds. Voilà. Alors voilà le détail du nœud de tisserand. C'est une sorte de nœud plat. Comme le cordonnier, le Teixeira a une fondure, il a un tablier, une fondure de miedjolane. Et voilà, là vous avez vu qu'on trouve une portée. Les fils sont toujours attachés ensemble par 20 ou par 40 pour éviter les mélanges. Évidemment, il faut qu'il n'y ait pas une seule erreur, évidemment. S'il y a une seule erreur, on ne peut pas tisser. Hein. Ou en tout cas, ça fait un trou dans le tissu. Et voilà, tous les nœuds ont été faits. On peut commencer à tisser. Vous voyez devant les restes de la pièce précédente. On n'a plus maintenant qu'à soulever alternativement les lisses pour faire passer le fil en travers. Fil de chanvre si on fait du drap, de la toile, fil de laine si on fait de la demi-laine. Alors vous voyez que le chanvre c'est très grossier et c'est pour ça qu'il va falloir l'encadaïsa, l'enchasser. Vous voyez toutes ces peluches? Donc ça pose des problèmes pour passer dans les lisses. Donc il faut le rendre beaucoup plus lisse que ça. Alors il en a au moins 10 de métiers. Hein. Il y a le choix, il y a plusieurs types de métiers. Voilà le cadaille. Donc c'est
une soupe, une poutrole de farine de seigue, des seins et d'ail. Donc de farine de seigle, de sendou et d'eau. On fait bien cuire et ensuite on utilise une brosse faite avec de la racine de brégoun ou de chienda. Le brégoun, c'est la filante de Montpellier. Avec cette racine d'une plante qui pousse ici dans nos garrigues, on fait une brosse qui sert à brosser le fil pour le rendre plus solide. Évidemment, on commence au milieu, per pas s'embescar de partout, per pas s'embarnissa des pego. On commence au milieu et avec une brosse dessus, une brosse dessous, on en passe partout. Le fil va être vraiment mouillé. C'est pour ça qu'on préférait travailler dans les caves ou dans des étables pour garder cette humidité. Et lorsqu'on a mouillé une longueur de fil, on la tisse. Alors un bon tisserand de chanvre, de toile, pouvait faire maximum 15 mètres par jour. C'est pour ça qu'il ne se faisait jamais riche. Alors vous voyez les 4 petits jougs, comme il a dit tout à l'heure, les jouettes, qui sont reliés aux pédales et qui servent à soulever alternativement les 4 lisses. C'est très simple. Avec le chanvre, on ne peut faire que 2 petits motifs qu'on appelait autrefois l'œil de perdrix, l'œil des perdrix, qui étaient les damassés de nos arrière-grand-mères. Vous savez, ça fait comme un petit losange, avec un losange à l'intérieur d'un losange. Vous voyez, c'était les 2 seuls petits motifs damassés que ces tisserands savaient faire. Évidemment, la toile qui vient d'être faite est mouillée. Il faut, le soir, quand on l'a faite, il faut la dérouler pour ne pas qu'elle moisisse. Alors on va maintenant faire de la demi-laine en utilisant des bobines de laine. Ici, on fabrique les petites canettes qui rentrent les petites bobines qui rentrent dans la canette, qu'on appelle les espoiles en provençal. De temps en temps, un fil casse, il y a un nœud, ou alors il y a un gloria patri, c'est-à-dire un bourrelet. Il faut y aller. Alors ici, pour tenir la toile tendue, on utilise une templum. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, une tendeur. Vous le voyez, qui maintient les 2 côtés, les 2 lisières de la pièce que l'on tisse, qui s'appelle en patois les simons, les lisières. Le templum, lui, permet à la pièce de ne pas être déformée lors du tissage. Alors chaque fil est battu 2 fois. Voilà, c'est très simple. Là, vous voyez le système en dessous, les 2 pédales et les jouets du dessous qui relient les 4 lisses. Donc ce système-là existe. Vous avez le même tableau dans Van Gogh. Vous avez le même tableau de Van Gogh qui appelle le même métier à tisser en Hollande il y a 100 ans. C'était exactement la même chose. C'est dans toute l'Europe qu'on a utilisé ce métier à tisser depuis le Moyen-Âge. Ici, la navette roulante est présentée. On l'appelle roulante parce qu'elle a des roues et elle est propulsée par dans un petit caisson, un marteau qui va taper sur le caisson et envoie la navette, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ici, on tisse de la miedjolane, puisque la chaîne est en chanvre et la trame est en laine. Donc de la miedjolane à rayures, comme il en existait tant, on en faisait pas mal autrefois chez nous. Des rayures d'un peu toutes les couleurs même.
Alors quand le chanvre est trop sec, avec une queue de chèvre ou de sanglier, on mouille un peu. Les pianos, les pédales. L'hélice. Donc en général 70 cm ici la pièce de chanvre. Et évidemment la couleur écrue du chanvre disparaît avec le lavage. Avianrefa la bugade. Donc c'était au fil du temps le fait d'embugada, cette toile de chanvre elle était jaune, couleur écrue. C'était au fil des lessives à la lessive à la cendre qu'on arrivait à blanchir cette toile, puisqu'ici on a exposé quelques chamiers d'étel qui allaient finir par blanchir au bout du compte. Ici des lanceaux, là on est à Saint-Paul. Une machine à repasser les draps à Saint-Paul-sur-Ubaye, curieuse mais intéressante. Alors, à la Baume, on m'a eu raconté que ces draps, quand ils sortaient du métier, ils étaient tellement raides que pour les rendre un peu plus souples, on s'en servait plusieurs années pour porter les gerbes de blé. On pouvait s'en servir à la campagne il y a quelques années. Quand ils avaient été cassés par l'usage agricole, après, on les lavait à l'eau cendre et on les mettait au lit. Ici, des brailles des lanes, une cape de demi-laine. On est au musée de Saint-Paul-sur-Ubaye. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la création de ce reportage, et particulièrement à Jean-Luc Domange, pour les autorisations d'utilisation des commentaires et documentation. Le vrai but de ces vidéos locales est essentiellement le partage informatif et une sauvegarde historique des animations.